Merci beaucoup. Du coup, on va vous parler de la réglementation sur les haies, rapprocher les perceptions agricoles et régaliennes. Du coup, le contexte, la vision de la haie a évolué au cours du temps. Je vais vous apprendre. Du coup, les haies sont perçues comme des clôtures pour les animaux et autour des parcelles. Et elles ont entravé le développement agricole et du coup, elles ont été enlevées durant le remembrement. Les contraintes liées avec les haies, c'est des coûts temporels, de moyens et de compétences pour pouvoir les gérer. Et elles permettent des services écosystémiques avec l'habitat de biodiversité et de bien-être animal. Dans notre cas, on a étudié du coup qu'il y avait de nombreuses réglementations qui gravitaient autour de la haie et qui rendraient sa gestion complexe. Et dans notre cas, nous ciblons juste la réglementation autour du Code de l'environnement. Donc, comme l'a présenté Perrine, nos objectifs étaient de créer des études de cas autour de verbalisation euh, par rapport au Code de l'environnement et ensuite d'analyser aussi l'intégration de la haie dans le système de production des agriculteurs avec une approche sociologique. On s'est posé cette problématique qui était comment les acteurs impliqués dans la gestion des haies interprètent la réglementation et la traduisent dans leurs pratiques ou conseils. Donc, notre projet a suivi plusieurs étapes. Pour commencer, évidemment, une étape de bibliographie pour prendre en main le sujet, que nous avons couplé avec des entretiens, notamment avec l'ADREAL et l'OFB, afin de bien s'approprier le sujet et les différentes notions, surtout par rapport à à la réglementation. Donc ensuite, nous avons commencé à rechercher des contacts donc, de conseillers autour de la haie et aussi d'agriculteurs qui avaient été verbalisés pour non-respect du Code de l'environnement, mais on n'a pas réussi à trouver des agriculteurs qui correspondaient à cette définition. Donc, nous avons continué notre recherche de contacts, mais nous avons cette fois-ci cherché à avoir à avoir les agriculteurs avec les pratiques les plus diversifiées possibles afin de rendre compte de la diversité des pratiques qui existent autour de la haie. Et une fois ces contacts trouvés, nous avons mené des entretiens donc, avec les conseillers et les agriculteurs. Ces entretiens, ils se sont faits donc rarement en présentiel, malheureusement, donc surtout par téléphone ou par visio. Ils avaient une durée environ d'une heure et demie. La grille d'entretien pour les agriculteurs, elle avait trois objectifs principaux. D'abord, comprendre le système de fonctionnement de l'exploitation, comment est-ce que l'agriculteur gère son exploitation, pour ensuite pouvoir identifier la place de la haie dans cette gestion d'exploitation et identifier les pratiques associées. Et nous avions aussi un item afin d'explorer la relation à la réglementation que peut avoir l'exploitant et donc la vision associée. Pour les conseillers, nous avons d'abord commencé par préciser l'activité de conseil, dans quelle structure, dans quel cadre ce conseil est prodigué au niveau de la gestion des haies. Ensuite, nous avons cherché à comprendre l'interprétation de la réglementation, c'est-à-dire sur quel point le conseiller avait identifié potentiellement des contresens ou alors des points de vigilance qui peuvent être particulièrement sensibles ou alors qui sont compliqués à comprendre sur le terrain. Et enfin, quelles difficultés ont été identifiées pour que la réglementation soit correctement et facilement mise en place du côté des agriculteurs. À partir de ces entretiens, nous avons relevé les informations pertinentes et à analyser. Donc, nous allons vous présenter notre analyse dans les parties qui suivent. Et nous avons tout de même réussi à faire des fiches avec une fiche par exploitation que nous avons enquêtée, qui donc rendent compte de la diversité des visions et des pratiques des exploitants agricoles euh, interrogés par rapport aux haies. Concernant notre échantillon d'agriculteurs enquêtés, donc nous avons réalisé 8 enquêtes donc, auprès d'agriculteurs, c'était dans 5 départements de la région BFC, donc un dans Lyon, deux dans la Nièvre, donc c'était un GAEC père-fils avec des visions différentes. Donc ça a permis ce qui pour nous nous paraissait pertinent pour faire deux entretiens. Trois en Saône-et-Loire, donc un dans le Brionnais et deux dans la Bresse, un agriculteur dans le Jura et un en Haute-Saône. Donc c'est des agriculteurs, donc c'est tous des hommes avec tranche d'âge compris entre 30 et 60 ans. Donc, et au niveau de leur formation, donc ils en avaient tous au minimum
un baccalauréat agricole ou un BEP agricole, et souvent accompagné aussi d'un BPREA. Et deux agriculteurs avaient en plus réalisé un BTS, donc un BTS technique agricole et gestion de l'entreprise, et un BTS comptabilité agricole. Et donc, ces exploitations, oui, les agriculteurs se sont installés entre 1986 et 2022, donc 4 dans un cadre familial et 4 hors cadre familial, dont deux hors cadre familial qui n'étaient pas issus du milieu agricole. Et le statut des exploitations, donc il y avait 4 GAEC, entre 2 et 4 exploitants, 2 ARL, pardon, avec 2 salariés et 2 exploitants individuels. Les exploitations étaient toutes en lien avec l'élevage, donc soit en bovin laitant, bovin lait, ou alors avec une production ovine et bovine. Et toutes les exploitations avaient aussi une production céréalière qui était couplée à la surface fourragère. Et du coup, leur SCU était variable. Donc, on passait de 25 hectares à 440. Alors, la première étape de notre analyse sociologique a constitué à regarder s'il y avait un lien entre les pratiques d'entretien des haies que les agriculteurs pouvaient avoir et les objectifs de conduite de leur exploitation et leur réseau de conseil. Donc, on a réussi à distinguer 3 groupes d'agriculteurs. Alors, le premier groupe, la caractérisation du premier groupe, qui contient 4 agriculteurs. 3 se sont installés dans un cadre familial. Un hors cadre familial, ce sont des GAEC qui contiennent entre 2 à 4 personnes. Ils sont tous en polyculture élevage avec plus d'une centaine de vaches allaitantes ou 270 vaches laitières et installés sur des surfaces assez importantes de 300 à plus de 400 hectares avec des grandes cultures et des prairies. Donc, ce groupe d'agriculteurs a principalement des haies basses taillées au carré, même s'il peut y avoir quelques nuances et certains peuvent avoir quelques haies hautes. L'objectif derrière ce mode de gestion, c'est de toujours tenir propre. Et il y a aussi un aspect de sécurité qui a été soulevé durant les entretiens. Un point important aussi, ce groupe d'agriculteurs distingue les broussailles et les épines des haies. En fait, pour eux, une broussaille ou une épine ne constitue pas forcément une haie. Donc, on a par exemple pu avoir un agriculteur qui va nous dire, par contre, quand je vois des broussailles qui ne sont pas considérées en haie, non, moi, ça ne me convient pas. Donc ça, c'était vraiment un point assez important qui est souvent revenu dans ces entretiens. Ce sont des agriculteurs qui ont aussi une certaine pression et une peur des potentiels contrôles PAC qu'ils peuvent avoir pour les haies, puisqu'ils peuvent avoir des pratiques qui peuvent parfois détruire une partie des haies. Et en fait, derrière, quand on remet l'objectif qu'ils peuvent avoir de leur exploitation, c'est avant tout la rentabilité et les résultats économiques. Donc forcément, un contrôle PAC qui est calculé en pourcentage, et ben, ça peut avoir des répercussions financières assez importantes. Et aussi, les objectifs mentionnés, c'était le temps passé au travail et le confort de travail. Donc, en fait, ce mode de gestion répond à ces objectifs, c'est-à-dire faciliter toujours l'accès aux parcelles, pouvoir mécaniser et donc une gestion uniformisée puisqu'ils ont des linéaires en général assez importants de haies, entre 20 et 60 km. Et derrière aussi, ce type de gestion représente quand même un budget assez conséquent. Certains ont pu nous mentionner des budgets allant de 4 à 5 000 euros par an, des investissements aussi importants avec du matériel qui coûte assez cher. Mais derrière, la valorisation en fait, de leur haie, elle est assez faible puisqu'il peut y avoir un petit peu de bois de chauffage, mais comme la haie est principalement broyée, il n'y a pas vraiment de valorisation qui est faite. Et point aussi important, ces agriculteurs ne font pas appel à des conseillers pour la gestion de leurs haies. Ils sont autonomes sur leur prise de décision et ne souhaitent pas faire appel à quelqu'un d'extérieur puisqu'ils estiment que ce qu'ils font est bien et ils ne remettent pas en cause leur système puisque c'est quelque chose qui a toujours fonctionné sur leur exploitation.
Le deuxième groupe, il contient 2 agriculteurs. Un s'est installé dans le cadre familial, un est hors cadre familial. Il y a une EARL avec 2 associés et un qui est en exploitation individuelle, toujours en polyculture élevage avec des vaches allaitantes ou des vaches laitières. Les surfaces de ces exploitations sont un peu moins importantes que le groupe précédent, entre 160 et 200 hectares, et toujours avec des cultures et des prairies. Donc pour ce groupe, ils ont une diversité de haies. Ils ont des haies basses, des haies hautes, quelques arbres de haut jet. Et derrière, la logique de l'entretien, en fait, elle va dépendre de la localisation de leurs haies, qu'elles soient en grande culture, en prairie ou à côté d'une clôture. La gestion, elle ne va pas être la même. La gestion dépend aussi du type de haie. Par exemple, une haie haute, ancienne ou récente ne va pas avoir le même type d'entretien. Et ils sont aussi dans une logique de renouvellement de leurs haies, que ce soit par ensemencement naturel ou par plantation directement de nouvelles haies. Et ce groupe d'agriculteurs fait appel à des réseaux de conseil, puisqu'ils essayent vraiment d'avoir une vision un petit peu plus globale de tout leur linéaire. Il y en a un notamment qui a réalisé un plan de gestion durable des haies. Et derrière, pour essayer de valoriser ces haies en bois plaquettes avec des chaufferies locales. Et l'autre agriculteur valorise aussi ces haies avec des copeaux pour faire du paillage. Et derrière eux, ce qui était ressorti de leurs objectifs de conduite de leur exploitation, c'est avant tout de maintenir cette passion de l'élevage, d'assurer une certaine qualité de leur production et surtout aussi la préservation de l'environnement. Donc en fait, les pratiques qui mettent en place en fait, répondent vraiment à ces objectifs. Ils se questionnent sur ce qu'ils font, ils essayent d'avoir des pratiques un peu plus durables. Ils essayent de remettre en cause un petit peu la norme de la taille au carré et sont vraiment dans une dynamique de changement autour de leur pratique. Et donc, les réseaux de conseil leur permettent vraiment d'accéder à de nouvelles connaissances qu'ils n'avaient pas auparavant. Et enfin, le dernier groupe, ça représente seulement un agriculteur qu'on a estimé être un peu plus en marge que les autres. Il s'est installé hors cadre familial sur une structure en EARL. Il est en polyculture élevage avec des ovins et bovins. Et il a aussi des vergers. Et lui, il est installé sur une plus petite surface de 25 hectares. Et derrière lui, ses pratiques, en fait, il est vraiment dans une dynamique de nouvelles pratiques, même si autour de lui, c'est encore la gestion des haies au carré qui est la norme. Et il essaye de faire monter ses haies, de valoriser des arbres têtards. Il plante aussi des haies diversifiées, que ce soit le long de ces haies existantes constituées d'aubépines ou entre ces parcelles pour mieux les délimiter. Et quelque chose qui était intéressant avec cet agriculteur, c'est qu'il n'a pas les mêmes pratiques en fonction de si ces parcelles sont en propriété. Donc là, il va vraiment appliquer les pratiques qu'il souhaite en faisant du bûcheronnage manuel et en valorisant le bois, en valorisant les haies en bois de chauffage. Mais dans les parcelles en fermage, il va quand même appliquer la taille au carré en faisant appel à un prestataire pour essayer un petit peu de s'acclimater avec le propriétaire, mais il nous a quand même dit que c'était une pratique qui ne lui convenait pas vraiment et il essaye de mettre en place de nouvelles pratiques, notamment en laissant des arbres de Auger pousser. Et derrière, ces objectifs, c'est financier, puisque c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais il y a une énorme prise en compte de l'aspect écologie. Il est conscient de tout ce que la haie peut lui apporter au sein de son exploitation. La haie fait partie vraiment intégrante de tout son système de production. Et il est aussi dans une logique plus d'agri-ruralité avec une multi-activité et essaye vraiment de mettre en place de nouvelles choses, de se former. Et il essaye même de mettre en place des formations sur sa ferme. Voilà. Donc, dans la deuxième partie dans la deuxième partie de l'analyse, on s'est intéressé plus particulièrement au lien entre la réglementation donc autour des haies et la
sensibilité environnementale de nos agriculteurs. Donc, cette première diapo pour vous présenter, donc, je ne vais rien vous apprendre là, je pense, sur le code de la réglementation autour des haies, donc qui n'est pas réglementée directement, mais qui, via le code de l'environnement, on a une interdiction d'altérer les habitats d'espèces protégées et qui se traduit en pratique, en fait, par toute coupe de bois mature modifiant la structure globale et profonde de la haie est interdite. Ce qui fait que les coupes drastiques, alors j'ai appelé coupes drastiques des coupes vraiment importantes de haies, et en fait je les mets en opposition à une coupe qui est plus une coupe d'entretien pour couper la pousse de l'année. Donc la coupe drastique est interdite, la coupe à blanc aussi, et l'arrachage, bien sûr. Et pour cela, si jamais les agriculteurs doivent procéder à ce genre de pratique, ils doivent faire des demandes de dérogation et réaliser un inventaire des espèces protégées nichant dans les. C'est pas le bon bouton. Ça. Donc, on va mettre en lien la connaissance et le respect de la réglementation à la sensibilité environnementale. Alors, nous, on a entendu par sensibilité environnementale, en fait, la prise en compte de la haie et des autres objets potentiels de la nature dans la conduite de l'exploitation. Donc, on a mis différents niveaux. Le niveau 0, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte de la haie et des autres objets de la nature dans la conduite de l'exploitation. L'agriculteur se penche uniquement sur les conduites, on va dire, agronomiques. Le niveau 2, c'est prise en compte uniquement de la haie et des objets de la nature, uniquement si ça n'a pas d'impact sur la productivité et les conditions de travail. Le niveau 2, prise en compte de certains aspects écologiques, donc en fait, ils vont intégrer certaines haies ou certains objets de la nature pour améliorer le rendement ou autre. Et le niveau 3, c'est une intégration complète des objets de la nature et de la haie pour l'ensemble de leur service écosystémique. Non, je ne vais pas y arriver. On a essayé de faire une représentation graphique de nos agriculteurs. Donc voilà, A1, enfin du coup nos agriculteurs ont été anonymisés avec des codes, donc A pour agriculteur et un numéro pour chaque agriculteur. Et donc, on a mis en balance la sensibilité environnementale que vous voyez en vert et la connaissance de la réglementation, le respect de la réglementation. Donc, les niveaux de la sensibilité environnementale sont ceux que je viens de vous présenter. Pour la connaissance de la réglementation, on va dire qu'au niveau 0, ils n'ont aucune connaissance de la réglementation. Niveau 1, ils connaissent les dates. Niveau 2, ils savent qu'il y a des dérogations à faire en tant pour des arrachages. Et niveau 3, qu'il y a vraiment aussi des demandes de dérogation à partir du moment où on va impacter la structure de la haie, quelle que soit la raison. Et au niveau du respect de la réglementation, donc c'est les mêmes niveaux. Est-ce qu'ils respectent les dates? Est-ce qu'ils respectent les demandes de dérogation? Est-ce qu'ils respectent vraiment complètement la réglementation, demande de dérogation? Est-ce qu'ils font des inventaires? Et donc, on a... c'est pas le bon. Et là, donc, j'ai replacé donc les groupes qu'Émilie vient de vous présenter pour vous permettre de mieux les resituer. Donc, on s'aperçoit qu'on a le groupe 1 un peu plus, voilà, avec une sensibilité environnementale. Je l'ai décalé, il y a un problème. Ils sont en 1 normalement. Écoutez, bon, bref, je reprendrai. On voit donc il y a vraiment le groupe 1 au niveau avec une sensibilité environnementale plus limitée et plus faible, on va dire. Et puis du coup, les autres, les groupes 1 et 2 qui se distinguent un peu plus. Et donc, on va rentrer un peu... Je ne vais pas y arriver, je touche à chaque fois le mauvais bouton. Voilà, on va regarder d'un peu plus près ce groupe 1. Donc, au niveau de la connaissance de la réglementation, ce groupe 1 connaît les dates, mais les dates de la PAC. Ils savent que les arrachages sont interdits et ils savent pourquoi. Donc, c'est pour respecter vraiment l'habitat des espèces protégées et donc leur nidification. Et qu'il faut faire une demande de dérogation pour les arrachages. Donc, leur sensibilité environnementale, c'est vraiment optimiser leurs parcelles. Donc, ils vont entretenir leurs haies de manière régulière et majoritairement en haies assez basses pour la propreté et donc pour limiter la perte d'espace et la concurrence à l'herbe notamment, puisque c'est surtout sur les prairies qu'ils ont des haies et beaucoup moins sur leurs champs en grande culture. Et qu'au niveau du respect de la réglementation, ils la respectent, donc ils demandent à chaque fois qu'il y a des gros travaux qui vont impacter, notamment des arrachages, des gros linéaires de haies, ils vont bien faire des demandes de dérogation. Et pour les entretiens, ils respectent, ils respectent les dates précisées par la PAC.
Par contre, il y a aussi des points donc, où ils ne respectent pas la réglementation et notamment, ils ne font pas de demande de dérogation pour des entretiens qui vont impacter la structure de la haie comme les coupes à blanc ou lorsqu'ils vont récupérer par exemple des parcelles qui n'étaient pas à eux et sur lesquelles les haies n'étaient pas entretenues. Donc, ils vont les remettre à niveau et donc là, ils ne font systématiquement pas de demande de dérogation. Et ils n'hésitent pas aussi à mettre quelques petits coups de godet, entre guillemets, sur des bouts d'épines et de broussailles qui peuvent les gêner pour leur production. Et on a systématiquement absence d'inventaire, en fait, pour voir les espèces présentes quand ils vont agir sur ces haies-là. Et en fait, on sait qu'ils agissent pour être conformes par rapport à la PAC. Donc, ils s'arrangent pour pas non plus que ce soit trop visible quand ils font des petites entorses à la réglementation. Mais que par contre, voilà, c'est surtout vis-à-vis de la PAC, c'est pas trop par crainte du contrôle de l'OFB ou de l'ADREAL. Parce que comme ils nous l'ont confirmé et aussi comme on a pu le comprendre avec les conseillers, le contrôle il nous remonte très peu de contrôle de l'OFB ou de l'ADREAL, enfin voilà, donc très peu de peur d'être contrôlé par eux. Au niveau du groupe 2, en fait, donc j'ai traité les groupes 2 et 3 en même temps, donc des groupes qui avaient une sensibilité environnementale un peu plus haute selon nos critères. Donc pour eux, la haie est considérée comme un outil et vraiment, ce sont des aides à la production et elle est vraiment reconnue pour ses services écosystémiques. Au niveau de la connaissance de la réglementation, c'est à peu près comme le groupe 1, sauf que des fois, ils n'ont pas forcément notion qu'il y a besoin de dérogation pour arrachage. Mais sachant que, comme c'est noté en fait au niveau du respect de la réglementation, en fait, ils n'arrachent pas. C'est plutôt un groupe d'agriculteurs qui a pu arracher avant, historiquement, mais qui maintenant sont dans une toute autre démarche et plutôt en fait ont plus une dynamique de replantation. Et par contre, ils entretiennent aussi systématiquement les dates pour réaliser leur entretien annuel. Par contre, même s'ils ont une sensibilité environnementale un peu plus poussée, ils ne respectent pas non plus complètement la réglementation. Donc, on observe souvent une absence de demande de dérogation et d'inventaire des espèces protégées pour des entretiens impactant la structure de la haie comme des coupes à blanc, donc qui est réputée en fait être une coupe nécessaire au bien-être de la haie. Donc du coup, comme pour eux c'est pour le bien-être de la haie, ils ne pensent pas que derrière il faille faire une demande de dérogation. Et pareil, quand ils récupèrent des parcelles où les haies n'étaient pas entretenues et prenaient un petit peu trop d'espace, ils n'ont pas fait forcément de demande de dérogation pour pouvoir la remettre, pour avoir une largeur un peu plus compatible avec la production. Par contre, on s'aperçoit qu'ils respectent les préconisations donc, de l'OFB et de l'ADREAL, qui est donc, les préconisations ERC, donc éviter, réduire et compenser, parce que souvent, comme ils sont dans une logique de replantation, donc ce qu'ils ont arraché, souvent ils le replantent, voire même en plus grand nombre. Mais donc, il y a quand même un non-respect du versant administratif, même si au final, dans les faits, ils peuvent être cohérents avec, on va dire, la philosophie de la réglementation, mais on observe quand même aussi systématiquement une absence d'inventaire de la biodiversité. Alors, on va finir maintenant cette analyse des résultats par le bilan des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Et donc, ces difficultés ont été décrites par les acteurs qu'on a rencontrés, donc les conseillers, conseillères ou les agriculteurs. Donc, ces difficultés sont de différentes natures. Et donc, je vais commencer par les difficultés qui sont plutôt des tensions liées à des incompréhensions. Donc, les agriculteurs nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas forcément pourquoi les collectivités, donc ils parlaient des communes, intercommunalités et régions, pourquoi elles n'étaient pas soumises aux mêmes contraintes qu'eux, puisqu'elles ne sont pas soumises à la PAC. Et ça pouvait donc avoir une sorte de sentiment d'injustice que toute la gestion de la haie dans l'opinion publique leur revient à eux, alors qu'en fait, les communes sont aussi impliquées. Et aussi, donc, ils ne comprenaient pas pourquoi les agents de l'OFB étaient armés quand ils venaient contrôler des haies, ce qui faisait qu'ils se sentaient un peu comme criminalisés et que ça créait une tension qui pouvait nuire au bon dialogue avec les agents de l'OFB. Ensuite, il y a les difficultés qui sont liées au changement climatique, puisqu'il y a des conséquences directes sur les haies. Donc, le fait que des espèces dépérissent à cause des sécheresses ou du manque d'eau, et notamment, le phénomène est vraiment aggravé sur les haies qui sont sur des pelouses sèches. Ensuite, les agriculteurs ont observé, enfin justement, on n'observe plus d'oiseaux
dans les haies à partir de la mi-juillet. Donc, il semblerait que la période de nidification se soit décalée, donc en fait se finisse plus tôt. Et dans d'autres régions, notamment dans les zones humides, les sols étaient impraticables jusqu'en mars, puisque les hivers sont moins rigoureux, donc le sol ne gelait pas, et c'était pas possible de rentrer de rentrer dans la parcelle pour entretenir les haies. Et donc ces éléments font qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les dates d'interdiction de la réglementation et ce qui est observé sur le terrain dans la réalité, et ce qui fait que les agriculteurs auraient plutôt envie d'entretenir plus tôt. Donc dès la mi-juillet, ils ne voient pas concrètement, ils ne voient pas le problème à les entretenir puisqu'il n'y a plus d'oiseaux dans les haies, puis ça les arrangerait pour leur planning. Et donc, on voit aussi une incompatibilité entre les dates et la pratique de faire des arbres têtards, donc pour avoir d'autres ressources fourragères, puisqu'on a besoin de ces ressources fourragères au milieu de l'été, donc pile au moment où c'est interdit de les couper. On peut s'intéresser aussi aux difficultés économiques, puisque les agriculteurs ont bien fait part du coût élevé de l'entretien des haies, que ce soit pour payer des prestataires ou leur propre matériel. Et beaucoup ont déploré l'absence d'aide à l'entretien, en faisant remarquer que les aides étaient toujours fléchées vers la plantation et non vers l'entretien. Mais du côté des conseillers et conseillères, ce qu'on a bien pu mettre en avant, c'est le manque de moyens à la fois humains et financiers des différentes instances, ce qui fait que les contrôles n'étaient pas forcément aussi nombreux que souhaité, et aussi qu'il n'y avait pas forcément les moyens pour faire des suivis après les contrôles et faire des actions de pédagogie, en tout cas pas autant que ce qui serait souhaité pour encore mieux protéger les haies. Bien sûr, les agriculteurs ne se plaignent pas de ce point-là. Et enfin, les difficultés réglementaires, les agriculteurs ont dit se sentir complètement perdus, certains en tout cas, face à des textes trop nombreux qu'ils n'arrivent pas à tous connaître et qui trouvent que certains sont en dépit du bon sens, pour reprendre leurs mots, notamment avec ces dates qui ne sont pas assez flexibles ou pas assez adaptées à la réalité. On a aussi ce problème qu'on avait évoqué, que certains perçoivent leurs haies en fait comme des broussailles ou des épines, alors que pour la réglementation, c'est une haie, donc ils ne peuvent pas la toucher, et ça les empêche d'entretenir correctement leur clôture. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que globalement, sur le terrain, le code de l'environnement est plutôt méconnu et que les agriculteurs se fient quasiment uniquement à la PAC. Et au niveau des conseillers, on a pu donc comprendre qu'il y a différentes interprétations possibles de la réglementation, parce que les pratiques ne sont pas clairement décrites. Les termes ne sont pas clairement décrits pour dire ce qui est autorisé et interdit, ce qui fait que des agriculteurs ont compris un peu la manière ont un peu compris les failles et ont surtout compris que les contrôles ne sont pas si réguliers. Donc, on a eu des exemples de contournement de la réglementation. Et il y a toujours aussi ce flou sur la présence d'espèces protégées qui n'est jamais rarement vérifié, puisque les inventaires sont en fait trop rares. Donc, face à tous ces problèmes, différents leviers ont été évoqués, dont certains sont déjà mis en place et ont de bons résultats, comme donc faire des plans de gestion, des journées d'échange, des formations, ou encore la mise en place de GI2E sur des thématiques autour des haies. Et on a pu voir que ça marche bien, puisque certains ont changé leurs pratiques pour aller vers des pratiques plus durables. Mais voilà, on pourrait imaginer des leviers plutôt financiers avec plus d'aide à l'entretien et pourquoi pas des aides pour acheter du matériel plus coûteux mais plus respectueux de la haie et de la faune. Nous allons maintenant passer à la conclusion de l'étude. Donc, pour cela, nous avons repris nos hypothèses de travail et donc nous avons formulé des affirmations à partir des différents éléments qui sont ressortis de notre analyse. Donc, tout d'abord, la connaissance de la réglementation n'entraîne pas des pratiques durables de gestion sans commettre d'infraction. On a pu voir avec le premier groupe notamment que
même si c'était eux qui avaient en soi une connaissance un peu meilleure de la réglementation que leurs collègues agriculteurs, au final, il y avait clairement exprimé le fait de s'arranger un petit peu pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient sans avoir à chaque fois à demander une dérogation, donc faire les choses progressivement pour que ce ne soit pas trop visible, on va dire. Ensuite, donc, la connaissance, cette fois-ci, des intérêts agroécologiques de la haie n'entraîne pas une gestion sans commettre d'infraction. Donc là, c'est plutôt avec le groupe 2 et 3 donc, qui ont une sensibilité environnementale plus importante, mais il y a toujours des pratiques qui sont faites parce que... enfin, il y a toujours des pratiques qui sont faites sans demande de dérogation parce que ça prend trop de temps, parce qu'on ne pense pas à faire un inventaire de la haie, par exemple. Pour continuer donc, l'interprétation de la réglementation peut mener à une absence d'entretien de la haie. Donc, de par nos entretiens, il y a une seule situation où cette affirmation s'est vérifiée. C'est un agriculteur qui possédait des ripisylves et qui savait qu'il y avait plus de réglementation parce que là, on touche à l'eau et donc, par peur, donc dans ce cas précis, il n'entretenait pas les haies dans sa ripisylve et aussi il est ressorti des entretiens avec les conseillers qu'ils avaient vu des agriculteurs effectivement qui n'entretenaient pas leurs haies par peur de la réglementation. Ensuite, pour une valorisation de la haie sur tous les plans, donc par valorisation, on entend une valorisation économique, mais aussi le fait d'avoir une haie en bonne santé afin que tous ces services écosystémiques soient vraiment présents, et aussi une valorisation sociale. Donc à la fois la démarche personnelle de l'agriculteur et le conseiller sont importants. Donc la démarche personnelle est nécessaire évidemment afin de pouvoir entamer la réflexion et pour avoir la volonté de mettre en place des actions pour une gestion plus durable et avec le soutien du conseiller. Ces actions peuvent se concrétiser par exemple avec un PGDH et qui peuvent être mieux valorisés économiquement, mais aussi socialement, parce qu'on a vu par exemple un de nos agriculteurs que nous avons entretenu qui valorisait le bois de ses haies dans une chaufferie locale. Et enfin, l'entourage socio-professionnel des agriculteurs joue un rôle dans les pratiques de gestion. Donc, l'entourage socio-professionnel, il y a une part d'histoire dans certaines régions parce qu'on a l'habitude de faire de cette manière-là. Il y a aussi tout l'entourage de pairs agricoles, mais aussi les voisins, qui soient agriculteurs ou non. Donc, forcément, tout ça a une influence sur les pratiques de gestion, que ce soit donc, au niveau de l'histoire et des habitudes de la région, mais aussi des pressions que les pairs peuvent mettre, notamment celles qu'on a relevées de maintenir propre, alors qu'il y a des pressions plutôt contraires qui sont émises par la société civile avec une demande de faire pousser les haies pour la biodiversité. Voilà, c'est toutes ces injonctions, tous ces non-dits en soi influencent évidemment les pratiques de gestion. Et dans notre hypothèse initiale, il y avait aussi un point sur le fait que l'entourage socio-professionnel ait une influence sur la vision de la réglementation, mais pour le coup, on n'a pas trouvé d'éléments qui corroboraient suffisamment cette partie de l'hypothèse. Et nous en avons terminé. Donc, je vous remercie de votre écoute. C'était un peu long, mais j'espère que vous avez quand même, que ça vous a quand même intéressé. Merci. Super. Merci, merci à tous. Du coup, je vous propose de passer à une phase de questions. Alors peut-être quelque chose que j'ai pas dit en introduction, la soutenance des étudiants sera le 2 février, donc vendredi. Donc n'hésitez pas aussi à faire éventuellement des suggestions pour leur permettre d'améliorer soit l'interprétation, soit la façon de présenter les choses. Et puis voilà, je vous laisse la parole. Peut-être en levant la main, parce qu'on est quand même assez nombreux, ça risque d'être le bazar sinon. Alors, pour lever la main, que je me souvienne sur Zoom. Si vous cherchez les boutons.
Michel, tu avais une question parmi ta vidéo? T'as pas de micro. Il n'a pas été évoqué les rémunérations pour bonnes conditions agroécologiques. Les agriculteurs ne sont pas au courant, ne sont pas concernés, comme la BCAE 8. Oui, alors en fait, notre sujet, il se concentrait sur le code de l'environnement. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la BCE 8 parce que le sujet ne concernait pas la PAC. Évidemment, sur le terrain, on a vu l'importance de la PAC dans les pratiques des agriculteurs par rapport au code de l'environnement, mais comme c'était pas le sujet, c'est vrai que du coup, voilà, c'est une autre partie qu'il faut aussi prendre en compte pour avoir vraiment une représentation globale. Mais donc, notre sujet était plutôt orienté. Et vous pourriez peut-être l'évoquer quand même dans votre rapport. Juste l'évoquer, quoi. Oui, on fait mention de la PAC, évidemment, parce qu'on a vu à quel point elle était importante, mais on ne se focalise pas dessus. Alors, pour Merci. poser des questions, du coup, c'est dans le bouton plus en bas de l'écran, réaction. Et j'ai vu que Séverine avait levé la main dans le chat. Donc, on peut faire comme ça aussi. À toi, Séverine. Oui. Ouais, quand vous parlez des dates et des dates qu'évoquent les agris, vous parlez que des dates PAC. Et c'est vrai qu'il y a eu une harmonisation des dates, mais il y a encore un décalage. Ils ne parlent jamais des dates de la loi. Non, justement, enfin, tous les agriculteurs qu'on a interrogés nous disaient on connaît les dates et en fait, en creusant, on se rend compte qu'ils parlent des dates de la PAC et n'ont pas conscience même qu'elles auraient pu être différentes de celles du Code de l'environnement. Mais c'est le cas. Alors, moins qu'avant, mais c'est le cas. Et j'avais une autre question concernant. Il n'y en a aucun qui parle de labellé. Le label est. Non, en tout cas, aucun n'est engagé dans la démarche et non, ça n'a pas été soulevé du tout. Non, aucun des gens. Dans cette optique du tout, ouais. Oui, Didier Laurency, là, vous parlez beaucoup de réglementation, de méthodologie, mais vous parlez pas beaucoup de ce qui motive la préservation des haies. Souvent, c'est leur utilisation économique. Je ne sais pas si c'était pas quelque chose qui était à mettre en avant. Oui, alors oui, il y a certains agriculteurs qui nous en ont parlé. Donc certains l'évoquent pas du tout parce que comme ils ont des haies taillées au carré, ben, c'est pas forcément possible. Mais ceux qui sont qui essayent de mettre en place de nouvelles pratiques valorisent au travers de bois plaquettes pour les chaufferies locales. C'était le cas d'un agriculteur. Certains font des copeaux en litière. Et les copeaux sur litière, c'est beaucoup revenu. C'était quelque chose qui intéressait beaucoup les agriculteurs, même s'ils ne le font pas aujourd'hui. C'était quelque chose qui est beaucoup revenu. Ah, c'est aussi des projets qui sont faits, enfin, qui ont été évoqués en fin d'entretien par trois agriculteurs. Il me semble. Que pour l'instant, voilà, ils n'avaient pas encore mis ce projet en place, mais que dans les 5 ans qui viennent, enfin, ils vont faire les démarches pour le faire. Et sinon, un peu de bois de chauffage. Voilà, c'est tout ce qui était évoqué. Oui, parce qu'il y a un travail quand même qui a été fait, qui prend bonne forme en Saône-et-Loire et qui justement travaille sur cet aspect-là et qui est assez, enfin, je veux dire, qui permet d'entrevoir un angle qui peut être intéressant pour redévelopper quelque part un peu le bocage. Et ça me paraît dommage de ne pas l'intégrer dans votre travail. Ah, Oui, c'est très variable c'est- en fonction des territoires aussi, ça. Non, non, mais c'est général. Je pense que si on arrive à trouver une issue économique à la haie, si on lui donne un pouvoir économique, en Oui, dehors des mais soutiens qui peuvent être des soutiens européens ou locaux, je pense que sur une valorisation économique, elle peut être aussi importante. On nous parle aujourd'hui de travailler sur des AR, là, sur les zones voilà, qu'il faut développer au niveau énergie renouvelable. On sait que le potentiel Bourgogne-Franche-Comté est très fort au niveau du bois. Je pense que c'est un peu dommage de mettre sous couvert cet aspect-là. je suis d'accord avec vous, mais si on prend par exemple, moi, je vais parler du territoire sur lequel je travaille, on est quand même dans le comté avec des rentrées financières importantes pour les agris. Il y a de moins en moins de chauffage au bois.
Les quelques qui se sont lancés dans la litière plaquette accompagnée par la chambre ne produisent pas la plaquette sur l'exploitation. Ils achètent des surplus de bois énergie, ça leur revient moins cher. On travaille sur le fourrage ligneux, mais finalement, ces histoires de valorisation de la haie ne sont pas toujours si faciles que ça à mettre en place. Et d'un département à l'autre, c'est très variable. Alors, je sais qu'Étienne, notamment dans la Nièvre, a beaucoup plus de facilité avec la valorisation, mais chez nous, c'est un peu plus complexe. Oui, on a l'exemple aussi de l'agriculteur qu'on a interrogé en Saône-et-Loire, qui en fait, lui, était intéressé dans l'idée de faire du bois plaquette, mais en fait, son contexte, son sol, par exemple, est beaucoup trop superficiel et les haies sont pas assez denses. Il n'y a pas assez de volume, en fait. Donc, en haute, j'ai dit quoi? Oui, en Haute-Saône, pardon. Et en fait, voilà, concrètement, il ne peut pas, du fait de la mauvaise qualité du bois de ses haies. Je reprends la parole parce que c'est vrai que vous êtes venu en Bresse, mais ça me paraît bizarre. Les deux points que vous mettez, ils sont plutôt dans le Cluny-Isoa que dans la Bresse. Mais bon, bref, c'est un détail. Mais parce qu'en Bresse, on a essayé en train de mettre en place une filière bois plaquette à partir de bocagères. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de chaufferies de collectivités qui sont en train de muter vers le bois plaquette bocagère. Et je pense que ça montre un petit peu la connexion qu'il peut y avoir entre l'intérêt collectif, enfin, à tout égard, hein, entre à la fois l'aspect agriculture et l'aspect gestion de notre énergie sur nos collectivités. Donc, il y a une énergie vraiment locale et qui soit très renouvelable et à maîtriser sur le local. Ah, nous, ce qu'on observe, on a le PSE expérimental qui a été mis en place par le Grand Besançon. Et dans ce cadre, il y a aujourd'hui 27 acteurs d'engagés et qui ont des rentrées financières par rapport à des pratiques respectueuses, notamment le labellé. Et c'est vrai qu'on observe énormément de typologies différentes d'approches des agris. On en a quelques-uns qui ne sont là que pour l'aspect financier, d'autres qui ont des convictions. Après, avec un accompagnement des formations et une présence entre la fédération de chasse et nous auprès d'eux sur le terrain, ça reste assez compliqué de mettre en place des pratiques vertueuses, notamment par rapport à l'incompréhension de la loi. Et là, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils préfèrent ne rien faire que de risquer des problèmes. Et cette loi où on nous dit c'est du bon sens, voilà, ça ne permet pas d'avoir des certitudes pour les agrides qu'ils ne vont pas être verbalisés. Alors, Séverine, du coup, je me permets de rebondir sur cette réponse-là. Peut-être que ce qui pourrait améliorer votre étude, c'est effectivement de regarder les préconisations qui pourraient être faites. Alors, en plus, ça vient se télescoper avec l'actualité, ce qui n'était pas du tout calculé de notre part. Mais voilà, il y a des projets éventuellement de revoir la réglementation des haies. Alors, je ne sais pas du tout encore sous quelle forme ce sera fait, mais il y a eu des annonces ce week-end dans ce sens-là. Alors, on pourrait parler de préconisations sur cette réglementation, mais peut-être aussi de préconisations sur une poursuite d'études. Qu'est-ce qui serait intéressant, d'après vous, de creuser dans ce que vous avez pu un peu constater? Bon, je suis désolée si je vous prends de court, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir d'ici vendredi. Oui, en fait, on a dû faire des choix pour pas tout mettre dans notre oral, mais effectivement, à l'écrit, on a bien pensé à rebondir un peu sur l'actualité. Et puis, dans les pistes d'amélioration, on s'est rendu compte qu'on aurait pu aller voir plus les propriétaires pour comprendre aussi leur rapport à la réglementation et ouais, puisque c'était des acteurs qui revenaient beaucoup et qu'on n'a pas eu le temps de creuser, notamment, je sais pas, aller voir la SAFER pour avoir des contacts, ce genre de choses, on n'a pas eu le temps de le faire.
Ok. Par rapport à la question dans le chat, alors je ne vais pas forcément faire de compte rendu. Par contre, le rapport, une fois qu'il sera finalisé, évidemment, sera diffusable. Et puis, donc, comme j'ai enregistré la vidéo, vous pourrez également revoir cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions? Bah, moi, disons que le rapport part du principe que donc toute coupe à blanc est une destruction d'habitat d'espèces protégées, si j'ai bien compris. Oui. Donc ça c'est un attendu de base, quoi. Je suis pas sûre de comprendre. En fait, oui, les coupes à blanc, du coup, ayant pour objet de descendre, enfin de couper, de redescendre la haie au niveau Donc zéro. une exploitation normale d'une haie futée, enfin une haie taillie, on doit faire une dérogation espèce protégée, quel que soit le linéaire et voilà. Oui, à partir du moment en fait où du coup c'est une destruction de la structure. Donc effectivement, à partir du moment où c'est une destruction de la structure, il faut faire une demande de dérogation parce qu'on impacte forcément l'habitat des espèces qui nichent dedans. Et même si c'est une Alors, pratique qui est nécessaire pour Alors, l'entretien de la haie, il faut quand même c'est faire une demande pour cette pratique. c'est différent d'un département à l'autre, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est que je vois, mon collègue Étienne Bourgi dans la Nièvre a mis en place avec la DDT un, un truc assez clair, notamment sur les répisylves, avec des histoires de pourcentage de tronçons, et ça passe. Moi, je me suis retrouvée sur le terrain avec des grappins coupeurs, et j'ai échangé avec des agents de l'OFB, et je leur ai dit, donc ça, pour vous, c'est possible. Ils m'ont dit oui. On fait ça chez voilà, nous, pour on moi, se fait il y a allumer, un quoi. gros souci C'est dans le pas possible, rapport, c'est ça. c'est qu'on part du principe que toute coupe est une destruction de haie, alors que la réglementation a dit que l'arrêté pour les oiseaux, que la destruction, l'altération remettent en cause le bon état d'accomplissement des cycles biologiques. Donc, pour de nombreuses espèces à l'échelle d'un bocage, d'un territoire, il faut que la destruction soit très longue et définitive pour qu'il y ait remise en cause, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était l'objet de la réunion initiale, de se refaire présenter la réglementation, mais moi, ça me choque vraiment que l'étude parte du principe que toute coupe d'arbre, sans faire de nuances sur les linéaires et sur les cortèges d'espèces, c'est de la destruction d'habitat soumis à la réglementation espèces protégées. Du coup, Parce qu'il y juste a de si je... nombreux autres espaces, de nombreux autres habitats d'espèces protégées dans les milieux agricoles. Et s'il faut que, et tous les arrêtés espèces protégées ne font pas mention de l'activité agricole et de la destruction intentionnelle ou non. Et donc, du coup, pour moi, c'est une dérive grave toute activité agricole, il y a un risque de destruction ou d'altération d'habitat. Donc, voilà, j'ai du mal à comprendre où on va là. Je vous rejoins un peu, d'autant que on parle de biodiversité. euh, Intervenir sur une haie pour la rajeunir, c'est aussi la pérenniser. Et un stade pionnier peut avoir une richesse en biodiversité qui est complètement différente. Et on s'attache à valoriser les haies, à les exploiter, mais si on soumet toute exploitation de haies à dérogation et espèces protégées, voilà, déjà la mise sous condition du label haie pour avoir les aides PAC par rapport, enfin le bonus haie, ben, oblitère une grande partie de l'intérêt, parce que le coût de l'étude, il est supérieur au coût du supplément. Donc voilà, donc là, je ne vois pas trop où, en tout cas, dans votre rapport, puisqu'on va s'attacher à le rapport, ne pas apporter de nuances par rapport à ça, pour moi, c'est dangereux. Si je Alors, peux me permettre, du coup, Sophie, vas-y, Sophie. Marjorie, désolée, juste apporter une petite précision sur ces coupes à blanc, c'est que, bah, alors d'une part,
normalement pas considéré comme une destruction d'habitat d'espèces protégées, mais comme une altération de l'habitat de l'espèce protégée. Ensuite, c'est pas parce que on va réclamer une demande de dérogation que ça va être quelque chose de lourd et une réponse longue et des demandes d'inventaire. Parce qu'on sait très bien qu'une coupe à blanc peut servir à rajeunir une haie et que dans ce sens-là, Vous ça avez peut être déjà favorable. réalisé des inventaires? Non, c'est ce que j'expliquais dans le chat, c'est qu'on ne demande pas aux Donc ça exploitants sert à agricoles. rien. Donc c'est de l'administratif qui sert à rien. Non, 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 on s'appuie sur les données cigognes qu'on Attendez, a. les données cigognes, elles sont pas localisées et par et. Elles Faut sont. arrêter. Alors, on a des points précis. Alors, nous, on a des accès pour avoir des points précis quand il y en a. Quand vous Après, faites, un oiseau, ça se déplace. Donc, globalement, quand on a une espèce qui est présente sur une commune, l'habitat, enfin, la haie qui est présente sur une commune peut correspondre à l'habitat de cette espèce protégée. En sachant que la réglementation, elle indique, ça doit être dans l'arrêté ministériel oiseaux, que l'habitat des oiseaux, c'est tant qu'il est habité ou habitable. oui, mais pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation Ne remettent en remettent pas en cause cause. le Je bon accomplissement des cycles Tout biologiques. à fait, et c'est bien pour ça que je vous dis que c'est pas parce qu'on va demander Non, euh, enfin, le problème, c'est que vous décalez la demande de la preuve. Ah, excusez-moi, je rebondis aussi. Donc, Marjorie Coilot, DDT du Jura. Voilà, donc nous, on travaille sur les haies depuis un moment. Je ne sais pas si on peut parler de dérogue espèce protégée, puisqu'une dérogue espèce protégée, c'est seulement autorisé lorsqu'il y a un intérêt public majeur. Donc, une destruction de haie ne sera jamais définie comme un intérêt public majeur, mais on peut faire des dérogations pour accompagner justement ces coupes à blanc, par exemple, en donnant des préconisations, mais ça ne prend pas des délais fous, quoi. On intervient très Oui, rapidement. mais On travaille c'est totalement hors cadre, quoi. Non, non, parce que ça colle au code de l'environnement. On Ok, n'est pas bon hors ben, cadre. je peux vous dire que je suis un agriculteur plutôt pro-environnement, et Ouais. si on part là-dessus, on n'a pas on n'a pas fini, enfin, je suis incapable de défendre l'environnement vis-à-vis des haies. Voilà. Alors, vous êtes dans Moi, quel je le dis, là, si vous me dites, pour avoir fait des dossiers espèces protégées pendant des années, si on se lance, si on met le doigt dans l'engrenage dérogation espèces protégées pour l'entretien des haies, Non, 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 c'est pas pour l'entretien des haies, hein. non, non, non. voilà, non, C'est mais pas pour la loi, elle l'entretien des dit, haies, hein, il y a la risque, dérogue, hein. il y a Enfin, dérogation, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Donc, Si vous voulez, enfin, nous, voilà. notre rôle en DDT, c'est d'alerter de la potentielle présence d'espèces protégées dans ces habitats. Voilà, notre rôle, c'est ça. C'est pour éviter toute procédure judiciaire par la suite. Nous, on accompagne pour éviter tout ça, en fait. Et on Ah. peut trouver des compromis, et ça se passe très bien. Dans le Jura, ça se passe très bien. On n'a aucun retour négatif, quoi. Et Alors, les moi, je fais un agriculteurs, bémol, notamment par rapport à la BCAE 8, où on ouais. nous demande de nous faire agréer pour faire des dossiers BCAE 8. Il y a quand même eu des cas, enfin, il y a un procès, notamment, je crois, dans la Nièvre, il y a eu des cas en France où, alors que le conseiller est juste là pour donner des préconisations, enfin, moi, mon métier, c'est les arbres, c'est pas les espèces protégées. Moi, je suis incapable d'évaluer la présence de certaines espèces ou pas. Oui, mais C'est, pardon, vous pouvez avoir accès à Cigogne aussi. oui, non, enfin, vous savez, enfin, vous avez vu les financements sur ces dossiers-là? On ne peut pas passer des jours et des jours à aller chercher des trucs et à avoir peur que le couperet tombe, quoi. C'est pas notre boulot, ça. Ouais, ben, Moi, ben, je moi, sais pas. c'est pas mon travail. Moi, je suis là pour accompagner pour les haies, les arbres. Et aujourd'hui, on en a à se dire, on va pas prendre l'agrément BCA 8 pour pas risquer de problème. On a des gens comme moi de bonne foi qui essayent de faire les choses bien avec des déclarations, des Mais agris non. qui font des déclarations, et ça se finit des fois mal.
c'est une responsabilité qu'on n'est plus trop prêt à prendre. C'est Ouais. pas notre boulot. Je pense Et je pense que vous comprenez ce qui se passe quand même avec la mobilisation des agriculteurs. Je pense qu'on en rajoute tout le temps, qu'il y a un moment où ben, ça déborde, et puis là, ça déborde fort. Et que quand on veut faire que les choses puissent se préserver, parce que je pense elles sont pas faites d'une façon, enfin, je veux dire, à détruire la totalité des choses. C'est pas une coupe blanche, parce que ça se faisait dans le temps, c'était la pratique qui se faisait ancestralement. Enfin, la coupe de bois de haie, elle se faisait, on faisait une haie, voilà, on l'était faite en entier. On pouvait laisser quelques arbres majeurs ou qui avaient un intérêt meuble de moins meubles, et puis c'était comme ça. Quand on a fait nos premières coupes avec l'ONF, hein, c'est eux qui nous ont fait un plan de gestion sur 25 ans. On ne parlait pas de zones, voilà, on laissait des zones parce qu'on laissait protéger des arbres, on laissait des petites zones comme ça, mais il n'y avait pas cette réglementation qui, moi, vient rajouter encore une couche à ce ressenti de mise à l'index et de dossiers qui nous écrasent complètement. Je pense qu'il faut aussi avoir conscience que ben, ceux qui travaillent tout le temps ces dossiers-là, c'est les agriculteurs, enfin, ce domaine-là, les agriculteurs, et on en rajoute tout le temps. Il faut faire attention à ne pas être dans la phase, on en rajoute trop, quoi. Il faut arriver à simplifier tout ça et d'une façon très cohérente. Les alors déclarations nous, sur déclaration, ça écrase tout le monde. On ne peut pas vivre avec ça. Nous, on travaille de pair quand même avec la Chambre d'agriculture du Jura, hein. Il n'y a aucun souci. On échange régulièrement et ça se passe très bien, quoi, hein. Mais la Chambre Oui, d'agriculture, mais parce que vous partez du problème que vous partez du principe qu'il n'y a pas de dérogation espèces protégées, qu'on n'est pas dans la réglementation d'espèces protégées. Vous êtes dans une démarche d'alerte et de conseil, C'est ça. de cadrage préalable. Il y a Ouais. une différence entre d'essayer de souligner les enjeux spécifiques à chaque territoire et à chaque typologie de haies et de menacer les agriculteurs de PV et de non-respect de la réglementation sur les espèces protégées. C'est deux niveaux de discours totalement différents. Et là, dans ce qui a été présenté par les étudiants, ils ont dit 3 fois, ils ne respectent pas la réglementation sur les espèces protégées. Oui, c'est vrai. Il faudrait faire Donc, une moi, c'est différence. Ouais. ça que on a un glissement. C'est de la même manière que le document de l'OFB qui a été transmis par Perrine là, au mois de novembre, il souligne les 14 ou 15 réglementations sur la protection des haies, alors que il y a la plupart qui ne protègent pas directement les haies. Et donc, du coup, ça a été repris. Et donc, à chaque fois, en voulant insister et en voulant aller au plus vite en disant voilà tous les outils de protection, on met en valeur des choses qui ont chacune leur intérêt pour gérer la complexité du vivant et de la biodiversité. Mais en faisant des raccourcis comme vous le faites là dans le rapport, forcément on braque. Et parce que ça voudrait dire que pour certaines, enfin là, toute coupe, enfin, par exemple, on coupe trois arbres, trois tasses de noisetier à blanc, quel que soit le linéaire de haie, on a destruction d'habitat parce que effectivement, il peut y avoir un moineau qui niche dans ces 3 noisetiers. Voilà, enfin, soit il y a des seuils, soit il y a des choses, soit il y a de l'analyse, mais on peut pas on ne pourra pas faire des inventaires d'oiseaux sur chaque linéaire de haie qui devra être coupé. Enfin, je vois pas comment, en période favorable, on aura suffisamment d'ornithologues capables d'identifier la présence, absence sur un linéaire de haies données d'espèces nicheuses, ou même d'analyser en quoi ce territoire-là, il est nécessaire ou pas à un cortège d'espèces et lequel. Enfin, la saison de reproduction, c'est 4 mois et il faut plusieurs passages pour faire toutes les espèces. Enfin, où vous allez trouver les ornithologues? Et c'est Mais en bien fait, pour ça qu'on utilise Cigogne pour ne pas avoir à faire Oui, d'inventaire et pour mais s'appuyer Cigogne, vous allez sur, avoir 4 points sur la commune, ou oui, mieux, parce qu'on a fait un ABI, mais on a fait un IPA. Enfin, on veut juste essayer de simplifier. Je rejoins tout à fait Marjorie Coilot de la DDT 39 sur
le principe qui est établi dans le département 39 sur le sujet Code de l'environnement, protection des espèces sur les haies, où il n'y a pas de dérogation en tant que telle, où on ne va pas réclamer des inventaires et par contre où on va mettre en avant les enjeux sur un territoire en fonction du nombre de haies sur un territoire ou sur une exploitation agricole, en fonction du linéaire qui peut être impacté par la demande de travaux. Mais forcément, on ne peut pas, comment dire, Donc, décider et donc, sans avoir certains éléments, en fait. du coup, ce qu'il faut insister sur la nécessité d'appui et de conseil de cadrage préalable, tel que le prévoit le Code de l'environnement, et pas de respect de la réglementation sur les espèces protégées. Ouais, complètement. Je vous rejoins là-dessus. Parce que pour moi, la réglementation et la dérogation, c'est qu'on part du principe qu'il y a impact possible. S'il y a impact possible, c'est à l'agriculteur de démontrer qu'il n'y a pas d'impact, et donc du coup de faire les inventaires pour éventuellement démontrer qu'il n'a pas d'impact. Et si, quoi qu'il arrive, on ne peut pas totalement écarter une incidence, il faut une dérogation qu'il ne pourra pas obtenir parce qu'il n'aura pas l'intérêt public majeur. Donc, du coup, réglementairement, on ne s'en sort pas. Après, ce qu'ils peuvent peut-être présenter, c'est que, en fait, personne ne remet en cause la nécessité de préserver des habitats. Ça, c'est pas la question. C'est juste que, avec ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau de la loi, on arrive presque à un paradoxe. Non, la C'est-à-dire, loi, elle est depuis 2009. Donc, la loi, c'est la loi de 76. Donc, la loi, elle n'est pas ancienne. C'est l'interprétation qu'on en fait de plus en plus. C'est différent. voilà. Mais avec ce qui est mis en place autour de cette loi, on arrive presque à un paradoxe inverse. Oui. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire ressortir au niveau de ce mémoire, c'est que alors que globalement, il y a plutôt des gens qui sont là pour vouloir préserver les milieux. Et moi, je parle en tant que conseiller, des fois on est un peu démunis parce que on se retrouve sans argument face à des agris finalement. C'est qu'on a fini par les comprendre, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que moi, quand je vois des haies où il faudrait rajeunir, où il faudrait intervenir ou faire quelques coupes sanitaires, ils en ont ras-le-bol de la paperasse, ils en ont ras-le-bol de tout, et finalement, ils s'en affranchissent, effectivement. Et Et sachant c'est ce paradoxe-là qu'il faut faire ressortir dans l'étude. Et sachant qu'il y a certains départements où ils ont mis en place la protection de haies au titre du Code de l'urbanisme et la soumission à la coupe de haies à la déclaration préalable, et il y a plein de communes qui sont revenues là-dessus parce que ça devenait ingérable à gérer. Enfin, ça faisait trop de procédures si chaque haie et chaque coupe de haie était soumise à déclaration préalable. Et alors qu'une déclaration préalable, Code de l'urbanisme, ça n'a rien à voir avec un dossier dérogation espèces protégées. On peut éventuellement, effectivement, insérer dans le rapport ces différents paradoxes, comme vous dites, même si l'objectif de l'étude n'était pas là. L'objectif de l'étude, c'était vraiment de voir justement et de mettre en avant certaines absurdités. Effectivement, il y a des agriculteurs qui, fondamentalement, ne respectent pas la réglementation, alors que c'est pas du tout leur souhait. Enfin, en tout cas, ils essayent plutôt de faire bien et ils sont parfaitement de bonne foi. Disons que les étudiants, en fait, ne peuvent pas, Sébastien, tu disais, on peut pas, Mais pourquoi je ne suis pas d'accord qu'ils ne respectent donner pas la quelques réglementation? seuils il faudrait donner quelques seuils et on est bien d'accord, mais c'est pas au groupe étudiant de faire ça, ou alors en suggestion, mais ils sont la obligés de comprennent partir pas, du déjà. code tel qu'il est. Avant de ne pas la respecter, ils la comprennent pas. C'est tellement, enfin, comme on dit depuis tout à Oui. l'heure, c'est une question d'interprétation. Oui. Tout le temps, c'est de l'interprétation. Et c'est trop compliqué pour des agris d'essayer de décortiquer s'ils sont dans des clous ou pas. Et effectivement, d'un interlocuteur à l'autre, on a des choses différentes. Et c'est ça qui est très compliqué.
C'est que si il faut respecter une loi, on a des choses claires et simples à mettre en pratique pour tout le monde. Mais là, c'est beaucoup trop complexe, en fait. Et c'est ce problème d'interprétation possible qui complique tout, en fait. Et effectivement, c'est ce qu'on a essayé, nous, de montrer, en fait, dans la présentation, mais ça ressort peut-être pas beaucoup, mais le groupe 2 et 3, en fait, sont quand même aussi pro-haies. Et leur idée est effectivement pas d'aller contre la réglementation, pas du tout. Eux, leur idée, c'est plutôt aussi de respecter la haie et de faire ce qu'il faut pour la préserver, notamment les coupes à blanc, et que justement, en voulant bien faire, au final, au regard de la réglementation, ils font mal. Et donc, Je on suis pas essayait de d'accord. montrer... Pour moi, je ne suis pas d'accord que la coupe à blanc, c'est de la destruction d'habitats protégés qui est susceptible de remettre en cause, d'une manière générale, la reproduction des espèces considérées. Et c'est ça le gros problème. Faut différencier arrachage et coupe à blanc à un moment. Voilà. Parce que la coupe à blanc peut remettre en cause pour certaines espèces où l'habitat, il y a un habitat particulier dans une haie, mais ce n'est pas la coupe à blanc d'une manière générale. C'est exactement le sujet qu'on voulait traiter. On met vraiment le doigt sur l'objectif initial de l'étude. C'était vraiment de voir justement jusqu'où la coupe à blanc est possible ou pas vis-à-vis du code. Et en fait, on n'a pas pu faire ça. C'est ce que je disais en introduction parce qu'on n'a pas trouvé, et ça a été redit par les étudiants, on n'a pas trouvé de cas en fait de verbalisation parce que en fait, dans les Parce que faits, pour on moi, on ne parle peut pas beaucoup en théorie, verbaliser pour mais une coupe à blanc, ce n'est pas On n'a interdit. pas le droit de donner les noms des gens qu'on suit. ah bah, bien sûr, de toute façon, voilà, de toute façon, ça aurait été Ça anonymisé, limite, mais même, enfin, même en anonymisant, on n'a pas réussi en tout cas nous, à obtenir de cas de verbalisation liés à des coupes. Euh, Paradoxalement, c'est quand même ce qui est indiqué dans les différentes plaquettes voilà, qui traduisent la réglementation, y compris des plaquettes issues des services de police de l'OFB. Euh, donc voilà, donc c'est sûr qu'il y a un paradoxe là-dessus. C'est-à-dire que normalement, le paradoxe qu'on a, c'est que nous, on a des agris qui ont compris un truc, c'est que plutôt que de planter ils plantent des alignements d'arbres, ils sont pas emmerdés. Et je sais qu'il y a des conseillers par endroit qui conseillent carrément ça. Arrêtez avec planter des alignements, si ça, vous pourrez les virer comme vous voulez. Et en fait, l'énergie, j'ai l'impression qu'elle est plus mise à essayer de contourner qu'à essayer de préserver les habitats finalement, quoi. là, on est encore sur un autre sujet. Surtout que je trouve que dans l'histoire de la coupe, il faut aussi intégrer la démarche agronomique et la rotation des cultures, l'intervention sur une haie, elle ne peut pas se faire. Faire des tronçons, c'est bien, mais il faut aussi que ce soit en capacité à faire au cours des années suivantes. Ça oblige beaucoup, ça implique des conditions d'exploitation qui sont particulières, qui ne sont pas forcément en rapport avec l'intérêt de l'exploitation elle-même. Donc, ce n'est pas simple non plus à gérer. On regarde pour les répicives, nous on travaille avec l'épage qui s'est créé là sur le bassin versant de la Seille. Et donc, on va travailler sur des tronçons à réaliser, mais ça se fait avec un technicien qui va venir nous déterminer les choses. Là, c'est déjà plus simple. C'est en bord de rivière, c'est en prairie, on n'a pas d'interdépendance avec une agronomie qui pourrait être voilà, différente d'une année sur l'autre, ce genre de choses. Il y a plein de vecteurs comme ça qui faut à prendre en compte parce que l'exploitation elle-même se gère pas que par rapport à une haie, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'étude ou sur le sujet bon, je sais que c'est toujours frustrant d'être en visio. On aurait vraiment aimé faire la journée en présentiel, mais en absence de l'OFB, c'était compliqué de vous faire traverser la région, hein, comme indiqué dans le mail. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous de vous être connectés. Merci beaucoup au groupe d'étudiants, du coup, pour cet exercice encore moins facile en visio. J'espère que, voilà, que ça vous aura servi
d'entraînement, que vous avez trouvé tous l'étude intéressante. Désolée donc pour le changement un peu de dernière minute avec passage en visio. Voilà, on n'avait pas prévu voilà, les événements depuis jeudi. Donc voilà, j'espère que ça aura quand même été efficace. On mettra à disposition, bien sûr, le rapport des étudiants, je pense le diaporama aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions qui viennent après, m'envoyer tout ça par mail. Merci beaucoup. Merci, Merci à bon vous. courage aux étudiants. Au revoir. Merci et bon Merci. courage. Merci, Bonne fin de au revoir. journée. Et bon Merci à courage. vous. Au revoir. Au revoir. Merci.